Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA, Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Je suis content de vous accueillir sur ce 8e épisode de Tsunami IA, et oui, 8 épisodes déjà, et je suis très content puisqu'il y a eu beaucoup de nouveaux auditeurs la semaine passée, puisque voilà, j'avais annoncé dans un autre podcast, le podcast des Gentlemen Investisseurs, le podcast de Tony et Yann, sur lequel voilà, j'ai fait une petite apparition dernièrement, que j'allais travailler sur ce projet de podcast, un projet qui me traînait dans la tête depuis un paquet de temps, et que je voulais vraiment lancer, et voilà, sur du coup ce podcast qui parle plus du coup d'investissement et d'entrepreneuriat, j'ai eu l'occasion un peu de parler des projets que je voulais faire, et j'ai expliqué que ce podcast notamment me tenait beaucoup à cœur, et justement j'ai vu que pas mal d'auditeurs du podcast avaient rejoint du coup, enfin en tout cas s'étaient inscrits et avaient écouté mon podcast, donc je suis très content de vous accueillir, et d'ailleurs pour remercier Tony et Yann, je leur ai préparé une petite surprise. Je baladais dans ma vie sans savoir ce qui m'attendait. Mais un jour Tony et Yann sont arrivés. Ces gentlemen investisseurs, ils ont cru en moi. Ils ont dit t'as du talent, on veut le voir briller. J'ai dit merci Tony et Yann pour tout ce que vous avez fait. Merci Tony et Yann, vous êtes les meilleurs, les meilleurs. Vous nous avez donné la chance d'aller plus loin. On va danser, chanter avec tout notre cœur, avec bonheur. Merci Tony et Yann pour chaque matin, pour chaque matin. Et voilà, donc clairement là ça a été des heures et des heures de boulot pour réaliser cette magnifique chanson, donc ouais, j'ai dû recruter différents artistes, puis j'ai fait beaucoup de boulot parce que je me suis dit que c'est vraiment quand même hyper important de savoir aussi remercier ceux qui te donnent un petit coup de boost. Bon, je suis en train de blaguer évidemment, vous l'aurez compris, tout ça a été entièrement généré par une intelligence artificielle. Je trouve ça vraiment pas mal comme résultat. Vous avez peut-être déjà entendu d'autres morceaux générés par la même intelligence artificielle. C'est un site internet qui s'appelle Suno AI, donc Suno S-U-N-O .ai, donc AI quoi, pour Artificial Intelligence. Et donc ce superbe outil Suno AI, il permet de générer des musiques avec des paroles en quelques secondes, et il est vraiment impressionnant. Il fait des petits morceaux qui durent entre 30 secondes et 1 minute 20. On peut aussi faire des morceaux plus longs, et il arrive à générer les paroles, il arrive à générer les styles de musique qui peuvent être différents, et voilà, je me suis un petit peu amusé avec, et on peut faire des styles assez fous. Allez, je vous passe un autre morceau que j'ai créé avec la même application. Le son monte, ça va tout détruire. Attention à la vague, tsunami. Le son qui déferle. Voilà, alors ça s'arrête un petit peu brutalement parce que forcément les morceaux sont limités en durée. Mais pour vous donner un petit peu d'infos sur comment j'ai généré les morceaux, donc celui que vous venez d'entendre, j'ai écrit en anglais Deep Bass Engaging Track with French Lyrics, attention à la vague Tsunami A,
Donc voilà, c'est un petit peu pour ça qu'on a ce style électro. Alors je l'ai mis en anglais, hein, mais en fait il comprend aussi très bien le français, c'est juste qu'on est assez limité en termes de nombre de mots qu'on peut utiliser. Au final, du coup, c'est des fois plus simple d'écrire 3-4 mots-clés en anglais, mais bon, à tester, hein, sûrement qu'en français ça fonctionnerait aussi. Et pour le morceau que je vous ai fait écouter au début qui remerciait Tony et Yann, j'ai mis une musique entraînante et joyeuse qui remercie Tony et Yann, les gentlemen investisseurs. Et voilà, et derrière, avec tout ça, il a créé les paroles, il a fait toute la mélodie et toute la partie instrumentation, etc. Je trouve que le résultat est assez bluffant, même si on entend quand même que voilà, il y a des choses un peu étranges. On peut entendre certains artefacts, si on regarde bien, c'est-à-dire des sons qui n'existent pas vraiment, ou en tout cas qui se superposent un petit peu étrangement, qui ressemblent à des instruments, mais qui du coup n'y sont pas vraiment. Donc voilà, on a des choses un peu étranges. La voix aussi, elle n'est pas tout à fait parfaite. Des fois, on peut déceler soit un petit accent, soit voilà des choses un peu étranges dans le timbre de voix, mais c'est un résultat quand même qui est assez impressionnant. Donc voilà, je vous encourage à aller voir si ça vous amuse et que vous avez vous aussi envie de créer vos propres mélodies. Bon allez, juste pour le plaisir, je vous en fais écouter une dernière. Celle-ci, je l'ai faite un petit peu différemment. En fait, j'ai généré les paroles avec ChatGPT et derrière, je les ai mises dans l'outil, puisque l'outil permet aussi donc de créer ses propres paroles. Et du coup, le rendu est un petit peu différent. Sur les flots de l'avenir, Tsunami prend son envol. Dimitri et Josh, un duo dans ce rôle, naviguant sur des mers de données, une lumière dans la nuit. Chaque mot une exploration, chaque épisode une découverte infinie. Tsunami, notre voix dans l'IA. Chaque podcast une aventure, une nouvelle voix. Tsunami, c'est la passion qui nous guide. Ensemble on éclaire le futur dans cette marée rapide. Voilà, donc bon, le résultat, moi je le trouve vraiment dingue, hein. C'est vrai qu'en plus le fait qu'on puisse carrément écrire ses paroles, ça permet de pousser en plus les choses bien plus loin. Donc c'est voilà, encore une avancée sur la partie IA générative. Qui nous montre aussi que tout avance rapidement, que ce soit sur la génération d'images comme on l'a vu sur l'épisode de la semaine dernière où on parlait des influenceurs et influenceuses intelligence artificielle avec des images entièrement générées par IA. Bon bah là on va se retrouver aussi avec des musiques entièrement générées par IA. Alors même si c'est des choses qui existaient déjà dans le passé, hein, je crois que c'est dans le tout premier épisode où on avait parlé de Hatsune Miku, qui est du coup une artiste virtuelle, c'est des choses qui demandaient énormément de travail, hein. Il fallait quand même des gens derrière pour créer les paroles, pour créer les compositions musicales, et puis après la dernière brique c'était d'avoir cette voix synthétique qu'on ajoutait. Là si en un clic on peut faire un morceau complet, bon bah ça change encore une fois le paradigme, et on verra un petit peu comment tout ça évoluera. Ok, donc ça c'était notre première news de la semaine, hein. Voilà, Suno AI qui a un petit peu fait un gros buzz dans la communauté des intelligences artificielles. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qu'on va regarder ensemble. Alors il y a une nouvelle qui date de mi-novembre, donc on pourrait limite dire que c'est un peu vieux entre guillemets, hein, puisque les choses évoluent tellement vite que voilà, en quelques semaines il peut se passer beaucoup de choses. Mais voilà, j'en avais pas parlé et je trouve qu'elle est quand même intéressante. C'est un outil qui a été lancé par Meta, l'entreprise qui détient Facebook, qui en fait propose des avatars intelligence artificielle intégrés à Messenger, donc l'application de messagerie de Facebook. Donc ce qu'ils ont intégré, alors c'est seulement disponible aux États-Unis, hein, on verra après si ça arrive en France ou en tout cas en Europe. Je pense que c'est pas encore disponible de notre côté, peut-être pour une question de langue et puis aussi une question de loi, hein, parce que forcément des fois il y a des contraintes par rapport notamment à la RGPD et à d'autres lois qu'on a ici en Europe. Et donc en tout cas cette fonctionnalité en fait elle permet de discuter avec des avatars qui ont été faits sur la personnalité entre guillemets de célébrités. Et donc on peut directement discuter avec 28 personnages qui ont des personnalités différentes, qui ont des fonctions un peu différentes. Par exemple, il y en a un qui va être un peu plutôt expert sur la partie cuisine, qui va vous expliquer des recettes, ce genre de choses-là. Il y en a un qui va plutôt parler de sport et des actualités sur le sport. Et on a par exemple Snoop Dogg qui aussi fait partie de ces avatars et qui lui va être un maître de jeu pour ceux qui jouent au jeu de rôle et qui va pouvoir être le maître de jeu de votre partie. Enfin voilà, il y a plein de personnages qui ont été calqués sur des célébrités et qui permettent donc de discuter
discuter sur Messenger directement avec ces intelligences artificielles. Il y a une fonctionnalité similaire sur Snapchat aussi qui permet d'avoir un chatbot qui derrière utilise l'intelligence artificielle et qui permet de discuter directement avec une IA qui a un profil donc un peu plus amical, conversationnel, qu'on n'a pas forcément vraiment sur ChatGPT, qui a été réglé entre guillemets pour très rapidement expliquer que c'est une IA qui va pas avoir de sentiments entre guillemets, ou en tout cas qui va pas simuler le fait d'avoir de sentiments. Là on va avoir des IA où si on leur demande comment elles vont pouvoir nous répondre. Si on leur demande comment elles se sentent, etc., elles vont générer des réponses. Là où sur ChatGPT c'est généralement pas trop le cas, puisque elle a été configurée plutôt pour répondre aux questions et être un assistant virtuel qui a conscience d'être une intelligence artificielle, ou en tout cas qui est réglé pour expliquer que c'est une intelligence artificielle et pas se faire passer entre guillemets pour une personne. Alors on va aussi revenir sur tous les événements qu'il y a eu autour de Sam Altman, donc j'en avais un petit peu parlé la semaine dernière, donc là ça y est, c'est définitif, Sam Altman a réintégré OpenAI. Et comme je le disais, il y avait des rumeurs qui expliquaient que peut-être que le board avait des craintes sur le fait que OpenAI avait assez rapidement avancé sur un projet qui s'appelle QStar, qui serait un début d'avancée sur l'intelligence artificielle générale, et ça aurait pu faire peur aux membres du board. Et justement, je profite un petit peu de cette news pour vous expliquer deux concepts qui sont assez importants aujourd'hui dans la Silicon Valley et dans le milieu des intelligences artificielles. En fait, on a deux catégories de personnes. On a ce qu'on appelle les doomers, qui sont en fait ceux qui ont une vision très pessimiste de ce que pourrait être l'intelligence artificielle générale. Donc en fait, eux, ils considèrent que si jamais une intelligence artificielle mondiale, une intelligence artificielle générale apparaît, ce serait plutôt un problème. Ça pourrait être quelque chose qui pose des soucis à l'humanité, potentiellement qui causerait l'extinction de l'humanité. Et donc, en fait, on a découvert qu'a priori, les membres du board qui auraient voulu que Sam Altman part de OpenAI, ils étaient plutôt dans cette vision-là, donc avec une vision plutôt effrayée de l'intelligence artificielle générale et très pessimiste. Et donc c'est une des choses, en voyant que OpenAI commençait à avancer trop vite sur ce domaine-là, c'est une des choses qui aurait pu causer le fait qu'ils ont décidé de virer Sam Altman de façon très précipitée et honnêtement maladroite. C'est un petit peu le retour qu'il y a eu sur tous les experts du domaine. C'est que il y a vraiment une vraie incompréhension au moment où il a été viré. Donc ça pourrait être cette raison un peu plus profonde, c'est que derrière, ces membres du board étaient plutôt de cette vision doomer, c'est que Sam Altman, qui lui est plutôt de la vision opposée, qui s'appelle techno-optimiste, qui est du coup la vision où là on pense que la technologie et notamment l'intelligence artificielle générale va pouvoir aider l'humanité, et que ça va pas être la fin de l'humanité. Et donc Sam Altman, il est plutôt de cette vision-là. Ces deux visions se seraient un petit peu opposées, et forcément quelqu'un qui va penser que l'intelligence artificielle générale est quelque chose de bon pour l'humanité va essayer de tout faire pour qu'elle arrive le plus vite, et à l'opposé, quelqu'un qui pense que ça sera la cause de la fin de l'humanité va tout faire pour s'y opposer. Donc moi je vais être honnête, je suis plutôt dans le camp de ceux qui pensent que c'est une bonne chose pour l'humanité. Après c'est aussi un changement très grand, et comme on en a parlé dans l'épisode où on parlait de l'intelligence artificielle et du changement, forcément le changement c'est quelque chose aussi d'assez effrayant, mais moi je suis persuadé que c'est quelque chose qui pourra beaucoup nous aider, et je pense que encore une fois c'est un épisode que je prépare, que je vous ferai peut-être le prochain, où on parlera d'intelligence artificielle générale pour un petit peu mieux comprendre ce que c'est, se rendre compte aussi à quel point c'est quelque chose de difficile à faire et qui du coup ne va peut-être pas arriver demain, qui n'arrivera peut-être pas de notre vivant, peut-être que ça arrivera, peut-être pas. Là-dessus, de toute façon, les experts sont il y a des avis très très variés sur le sujet, donc on peut pas savoir quand est-ce que c'est quelque chose qui arrivera, mais en tout cas si ça arrive, voir à quel point ça pourrait être une bonne chose ou non, et comment on pourrait faire pour s'assurer que l'intelligence artificielle générale, quand elle sera créée, s'assurer qu'elle n'aura pas un objectif qui pourrait causer du tort à l'humanité. Et voilà, ça c'est un sujet je pense très intéressant qu'on abordera dans l'épisode dédié.
Et une des choses justement qu'il y avait d'intéressante sur ce modèle Q-Star, c'était a priori qu'il était capable de résoudre des équations mathématiques. Alors on ne sait pas exactement de quelle difficulté, hein. Aujourd'hui, ChatGPT 4 est déjà capable de résoudre des équations mathématiques assez basiques, hein. Faut vraiment pas trop lui en demander, mais des choses un peu basiques il y arrive. Donc ça pourrait démontrer un certain raisonnement. Et justement, il y a un prix qui a été lancé pour justement découvrir des intelligences artificielles qui seraient meilleures en mathématiques. Donc c'est le prix de l'Olympiade mathématique en intelligence artificielle, qui a pour but de stimuler le développement de modèles d'intelligence artificielle capables de raisonnement mathématique. Et il y a un grand prix de 5 millions de dollars qui sera attribué au meilleur modèle IA, qui sera partagé publiquement pour participer à la compétition. Donc voilà, on verra si l'intelligence artificielle qui remportera ce prix sera capable de résoudre des équations un peu plus compliquées que celles que ChatGPT 4 est capable de faire aujourd'hui. Alors toujours sur OpenAI, hein, et sur le retour de Sam Altman, donc il y a Microsoft qui maintenant a intégré le board de l'entité qui possède OpenAI. Le montage est un petit peu compliqué, mais en fait il y a une entité de OpenAI qui est l'entité à but non lucratif. C'est cette partie-là, c'est cette entité-là qui a viré Sam Altman. Et en fait, cette entité à but non lucratif, elle détient l'entité de OpenAI à but lucratif. Et c'est dans cette entité-là que Microsoft a investi énormément. Mais techniquement, cette entité à but lucratif, elle est possédée par l'entité à but non lucratif. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, Microsoft a intégré le board de l'entité non lucrative, mais juste en tant qu'observateur, non votant, juste pour augmenter la visibilité que la société a, hein, sur OpenAI. La prochaine nouvelle concerne l'événement qu'AWS a lancé, qui s'appelait re:Invent. C'est donc AWS, hein, c'est Amazon Web Services, c'est l'entreprise qui gère tous les data centers notamment, hein, d'Amazon, hein, qui propose du service de cloud, qui est donc en train de travailler sur une alternative aux assistants génératifs comme ChatGPT. Ils ont fait ils ont fait une version, en tout cas ils ont présenté une version qui s'appelle Amazon Q, et qui est plus destinée aux professionnels, hein, et qui du coup qui serait un équivalent de ChatGPT pour les entreprises. Et ils sont en train d'intégrer cet assistant dans leur service d'AWS, comme Amazon QuickSight, Amazon Connect, Amazon Supply Chain. Donc voilà, ça va un peu aider aussi tous les professionnels qui travaillent avec ces outils-là. Ils ont aussi annoncé qu'ils travaillaient sur une nouvelle puce Graviton 4 et Trainium 2, qui sont des puces destinées à l'usage d'intelligence artificielle, hein. Donc on voit que ça, c'est un sujet qui intéresse toutes les sociétés de la tech, hein. C'est, je pense, le nerf de la guerre, hein. Si on n'a pas la puissance de calcul pour faire travailler toutes ces intelligences artificielles, on peut pas vraiment les développer plus qu'elles le sont aujourd'hui. Et donc forcément, c'est quelque chose qui intéresse toutes les grosses entreprises. On verra en tout cas comment tous ces services évoluent, mais moi ça ne m'étonnerait pas si dans très peu de temps on se retrouve à discuter dans un chat pour le SAV d'Amazon et que ce soit derrière un bot qui nous réponde. Ils ont déjà énormément automatisé leur système de SAV, ils ont déjà des fonctions avec des chatbots qui comprennent des mots-clés pour nous rediriger vers les FAQ, vers ce genre de choses-là. Je pense que très, très prochainement, ça ne m'étonnerait pas si on a un chatbot qui serait entièrement intégré, peut-être un service qui serait proposé aux vendeurs d'Amazon pour gérer leur SAV sans qu'ils aient besoin de s'en occuper, avec des personnes qui pourraient poser des questions basiques sur ce qu'ils viennent d'acheter par exemple, ou demander un retour, ce genre de choses-là, et que toute l'expérience soit entièrement supervisée par un chatbot. Alors, un article un petit peu plus local qui concerne la France. Alors, je ne savais pas, mais j'ai appris que en 2015, la police nationale a acquis un logiciel d'analyse d'images de vidéosurveillance qui s'appelle Briefcam. C'est un logiciel israélien. Et en fait, ce logiciel-là, il permet de faire notamment de la reconnaissance faciale. Et a priori, il aurait été déployé dans pas mal de communes en France, et la fonctionnalité de reconnaissance faciale aurait été utilisée, alors que c'est quelque chose qui aujourd'hui en France est supposé être interdit, ou en tout cas soumis à pas mal de réglementations. Et donc il s'est avéré qu'ils ont eu une non-conformité avec les règles de la CNIL, hein, qui est censée justement superviser tout ce qui peut être usage de données personnelles. Et a priori, l'utilisation que la police a fait de Briefcase ne respectait pas la législation française et européenne en matière de protection des données.
Donc je pense que pour l'instant, il n'y a pas eu de cas très graves, en tout cas liés à cet usage, mais ça montre quand même à quel point je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment surveiller et sur lequel il faut se renseigner. Parfois, on peut se retrouver à avoir des usages liés à l'intelligence artificielle dont on n'a pas forcément conscience. Des fois, les logiciels intègrent des fonctionnalités où voilà, on se doute même pas qu'il peut y avoir derrière de l'intelligence artificielle qui fonctionne. Et surtout, bah voilà, là ils ont intégré un logiciel qui sert pas à faire que de la surveillance par analyse faciale. Forcément, le logiciel il sert avant tout à gérer un parc de caméras. C'est son usage principal, mais c'est une des fonctionnalités qu'il propose. Et forcément derrière, bah s'il ne suffit que de faire un clic dans le logiciel pour activer la fonctionnalité de reconnaissance faciale, on peut très vite avoir un souci et un usage abusif du logiciel où on a des personnes qui se retrouvent à utiliser une fonctionnalité qu'ils ne devraient pas utiliser aujourd'hui. Mais je trouve ça intéressant parce que 2015, ça fait quand même un moment. La nouvelle, elle est sortie il y a déjà quelques temps, il y a quelques mois, il me semble. Moi, j'en ai pas du tout entendu parler et ça montre à quel point on peut des fois se faire une fausse idée en se disant que la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle un peu intégrée partout, c'est quelque chose qui est loin de nous. Bah en fait, non, c'est quelque chose qui est déjà présent aujourd'hui et qui est déjà utilisé en France. C'est aussi des logiciels qui sont en train de se perfectionner de plus en plus. Il y a des systèmes qui permettent de, par exemple, reconnaître des comportements qui pourraient être suspects, des mouvements de foule, ce genre de choses-là, qui permettent éventuellement de renvoyer des alertes. Et après, il y a ce sujet-là aussi où les caméras de surveillance, elles vont être aussi de plus en plus précises, avoir une qualité d'image de plus en plus élevée, et donc du coup, la reconnaissance faciale va pouvoir aussi être poussée de plus en plus. Et je pense que voilà, c'est très important d'être conscient de comment tout ça fonctionne et surtout de garder un garde-fou dans tout ça, puisque on n'aurait pas envie que ce genre de technologie demain soit utilisée à mauvais escient. Alors forcément, quand c'est utilisé pour retrouver des criminels, je pense que tout le monde sera très content que ça existe et que ça fonctionne. Maintenant, le jour où ce sera utilisé pour traquer une personne sans qu'elle le sache, ou voilà pour éventuellement, je sais pas moi, admettons un gouvernement en place qui traque des opposants au gouvernement grâce à ce genre de technologie, là tout de suite on va avoir des usages bien plus problématiques. On pourrait aussi envisager des usages qui seraient plus commerciaux. Admettons un magasin qui aurait des caméras de surveillance dans son magasin qui pourrait vérifier par exemple le comportement de certaines personnes qui rentrent dans la boutique, voir vers quel rayon elles se dirigent, voir quels articles elles regardent, faire éventuellement derrière de la reconnaissance faciale sur ces personnes-là, voir si elles reviennent d'un jour à l'autre dans le magasin. C'est pour ça aussi que c'est important que tout ça soit contrôlé avec une législation, puisque là on parle du cadre de la police, mais voilà, ça pourrait être aussi un cadre commercial. Il pourrait y avoir des usages très divers de tout ça, sans parler du fait que c'est des systèmes pour lesquels il faut être certain qu'il y ait un très haut niveau de sécurité et un véritable contrôle sur les accès. Puisque si demain une personne qui n'est pas de la police a accès à l'outil et s'en sert pour traquer une autre personne, je pense que ça poserait d'énormes problèmes. Donc l'outil existe, c'est un outil à double tranchant, comme souvent, donc il faut être conscient qu'il est là et être certain que derrière il y ait des garde-fous sur ce genre d'usage. Je pense que personne n'aurait envie de se faire traquer le long d'une ville, que ces informations soient envoyées à un grand groupe commercial pour savoir vers où on va, ce qu'on fait, quand est-ce qu'on va faire nos courses, qu'est-ce qu'on achète, ou même tout simplement qu'on soit traqué par une personne dont on n'a même pas la connaissance, puisqu'elle a accès à cet outil. Et ça fait un petit peu la transition sur un autre article qui nous parle de problèmes qu'on peut avoir avec les intelligences artificielles, qui parle en fait des deepfakes pornographiques. Donc c'est une tendance qui est en train de monter aux États-Unis, qui malheureusement en plus a tendance à toucher des jeunes femmes et des adolescentes, où en fait avec la facilité des nouveaux outils qui sont arrivés, il est très facile de transposer le visage d'une personne sur une autre photo. Donc on prend une première photo, on prend qui va être par exemple la photo de profil sur un compte Instagram, et cette photo là on va s'en servir pour la mettre sur une autre photo, par exemple celle d'une femme dénudée, et on va faire la transposition de visage entre les deux photos, ce qui va nous donner une photo très réaliste avec le visage d'une personne qui est différente du corps. Donc imaginez, on prend votre tête, on la colle sur le visage, sur le corps d'une autre personne,
Et le montage qui est fait avec tout ça est très réaliste. Et surtout, il est très facile à faire puisque les outils sont de plus en plus accessibles. Et donc, c'est un problème qui est en train de monter. Et voilà, c'est une nouvelle forme un peu de harcèlement. Et les victimes du coup de ce genre de montage photo souffrent de beaucoup de soucis. Elles peuvent forcément avoir une certaine anxiété vis-à-vis de ça. Ça peut ils ont reporté des crises de panique, des dépressions, des syndromes post-traumatiques suite à la diffusion de ces deepfakes. Donc c'est un vrai sujet qui pose problème. On l'a vu sur l'épisode précédent, on parlait de ces influenceurs et influenceuses IA qui étaient entièrement générés par des intelligences artificielles, et là on a un autre souci où on prend le visage de personnes bien réelles qu'on va transposer sur le corps d'autres personnes. On pourrait même le faire sur des corps qui sont des corps générés par une IA, et donc juste prendre le visage d'une personne et la mettre dans un autre contexte avec tout le reste de l'image qui est générée par une IA. C'est des choses qui sont aujourd'hui possibles, qui sont de plus en plus faciles à faire, et pour ceux qui l'ont vu sur Instagram quand j'ai partagé le compte de Aitana, qui était donc l'IA créée par l'entreprise par l'agence espagnole, les photos sont vraiment très difficiles à reconnaître. On se rapproche de quelque chose qui est très 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 proche d'une vraie photo. Et donc du coup c'est aussi ce qui va m'amener sur le sujet d'aujourd'hui. Alors Josh, aujourd'hui j'aimerais te parler des deepfakes, mais aussi des images générées entièrement par intelligence artificielle. C'est des images qui sont de plus en plus diffusées sur internet et sur les réseaux sociaux, et ça devient de plus en plus difficile de savoir distinguer une vraie image d'une image qui a été soit modifiée via un deepfake, soit entièrement générée par une intelligence artificielle. Donc je voudrais te demander aujourd'hui comment on peut, en tout cas les techniques qu'on peut avoir pour distinguer une vraie image d'une fausse image. Ah, les deepfakes et les images générées par intelligence artificielle, un sujet aussi captivant que délicat. On vit vraiment dans une époque où voir, c'est croire, n'est plus une règle d'or, n'est-ce pas? Alors, comment différencier le vrai du faux? C'est un peu comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin numérique. Voici quelques pistes. Premièrement, il y a la question de la qualité et des détails. Parfois, les images générées par IA peuvent avoir des imperfections subtiles, comme des textures bizarres ou des proportions légèrement erronées. Tu sais, comme quand tu vois une photo d'une personne et quelque chose dans son visage semble juste un peu bizarre. C'est un peu comme jouer à un jeu de chercher l'erreur. Deuxièmement, il y a les outils d'analyse d'images. Il existe des logiciels qui peuvent aider à détecter les modifications ou les signes que l'image a été générée par IA. Ces outils analysent des aspects techniques que nos yeux ne voient pas directement, comme les motifs de pixels et les artefacts de compression. Troisièmement, le contexte est roi. Si une image semble trop belle, trop choquante ou simplement trop étrange pour être vraie, il vaut la peine de creuser un peu. Parfois, une recherche inversée d'images ou une vérification rapide des sources peut révéler la vraie nature de l'image. Enfin, il y a l'aspect éducatif. Se tenir informé des dernières tendances en matière de deepfakes et d'images générées par IA aide à développer une sorte de sixième sens numérique. Plus on en sait, mieux on est équipé pour repérer les faux. C'est un peu comme devenir un détective numérique, n'est-ce pas? On développe un œil pour les détails et un esprit critique pour les sources. Mais je suis curieux, as-tu déjà été trompé par une de ces images? Ou peut-être que tu as un œil de lynx pour ces choses-là? Alors effectivement, vu que moi je me renseigne beaucoup sur l'intelligence artificielle, que je regarde énormément de contenu généré par l'intelligence artificielle, j'arrive très souvent à déceler les fausses images des vraies. En plus, j'ai pratiqué pas mal la photographie, donc ça m'aide aussi à distinguer, comme disait Josh, les problèmes de proportion qu'on peut avoir des fois sur les photos, ou les problèmes de texture. Mais honnêtement, malgré tout ça, il y a des photos où je ne peux pas savoir si c'est régénéré par une intelligence artificielle ou pas, c'est juste impossible, surtout quand on est sur des images avec des résolutions assez faibles, comme celles qu'on peut avoir sur Instagram. Donc je le sais via le contexte, je sais que c'est une image qui a été générée par une IA, mais honnêtement, sans contexte, je pourrais pas savoir que c'est une vraie photo ou une fausse photo. Aujourd'hui, on arrive à un niveau où c'est très difficile de distinguer les différences. Donc ma question, Josh, c'est avec quels moyens techniques on pourrait réussir à avoir un système pour valider les images qui pourraient être réelles et les images qui sont, elles, générées par IA.
Tu soulèves un point crucial. Avec l'amélioration continue de la technologie des deepfakes et des images générées par intelligence artificielle, il devient de plus en plus ardu de distinguer le vrai du faux, même pour un œil averti comme le tien. Les moyens techniques pour valider l'authenticité des images sont donc essentiels. Voici quelques pistes intéressantes. Analyse forensique des images. Des outils d'analyse forensique numérique existent pour examiner les subtilités dans les images qui ne sont généralement pas perceptibles à l'œil nu. Ces outils peuvent détecter des anomalies dans les pixels, des incohérences dans l'éclairage ou des artefacts de compression qui sont des signes révélateurs de manipulation. Détection automatisée par IA. Il existe des systèmes d'intelligence artificielle spécialement conçus pour détecter les images générées par d'autres IA. Ces systèmes sont entraînés à reconnaître des patterns spécifiques, des anomalies ou des caractéristiques qui sont typiques des images générées par machine. C'est un peu comme un jeu de chat et de la souris entre différentes IA. Blockchain et authentification. La technologie blockchain peut être utilisée pour vérifier l'authenticité des images. Par exemple, lorsqu'une photo est prise, ces données pourraient être enregistrées dans une blockchain, fournissant ainsi un registre immuable de son origine et de sa modification. Cela permettrait de vérifier si une image a été altérée depuis sa création. Éducation et sensibilisation. Bien que ce ne soit pas un outil technique à proprement parler, éduquer les gens sur les caractéristiques des deepfakes et des images IA peut être extrêmement utile. Plus les gens sont informés, mieux ils peuvent appliquer un esprit critique lorsqu'ils évaluent l'authenticité d'une image. Il est important de noter que ces méthodes ont leurs limites et qu'aucune d'entre elles n'est infaillible. La technologie continue d'évoluer et les méthodes de détection doivent s'adapter en conséquence. C'est un peu comme une course aux armements entre les créateurs de contenu générés par IA et ceux qui cherchent à détecter ces créations. Alors c'est intéressant ce que nous dit Josh, il nous dit un peu qu'il faut combattre le feu par le feu, donc on va peut-être devoir bientôt avoir nos propres intelligences artificielles, ou en tout cas c'est peut-être des choses qui seront directement intégrées dans les réseaux sociaux, qui détecteront les images générées par des IA. Mais je pense que c'est une méthode qui va avoir ses limites. Il y a un projet, je crois, qui avait pour but de détecter le texte qui était généré par ChatGPT. Il y avait des techniques assez faciles pour réussir à tromper complètement l'outil. Il suffisait par exemple de passer le texte dans une autre langue, ce genre de choses-là, et là l'outil ne fonctionnait plus du tout. Il n'était pas capable de détecter que c'était généré par ChatGPT. On va avoir le même problème, je pense, avec la génération d'images. On peut introduire du bruit, par exemple, dans une image. On peut introduire des choses qui permettent de dérouter, en tout cas, l'intelligence artificielle et de l'empêcher de reconnaître que c'est une image générée par une IA. Sur sa deuxième solution, où il parle de blockchain et d'authentification, je pense que là, par contre, on tient vraiment quelque chose. C'est, je pense, la seule façon qui va pouvoir nous permettre dans l'avenir de s'assurer de l'authenticité d'une image. Donc on a plusieurs façons de faire. On a la partie chiffrement. Donc le chiffrement, c'est vraiment tout ce qu'on utilise aujourd'hui pour s'assurer de la véracité entre guillemets d'une information. Donc par exemple, quand vous allez vous connecter à n'importe quel site internet, vous voyez souvent un petit cadenas en haut de votre fenêtre, ça veut dire qu'il y a un certificat qui a été validé sur le site internet. Ce certificat il utilise toutes les technologies de chiffrement qui empêchent une modification. Donc voilà, c'est un petit peu une des bases qu'on a dans l'informatique aujourd'hui pour s'assurer de l'authenticité de quelque chose. C'est qu'en fait on va utiliser un algorithme mathématique très complexe qui n'est pas incraquable, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité, mais pour lequel il faudrait des centaines de millions d'années pour réussir à casser le code, pour un ordinateur avec la puissance qu'on a aujourd'hui. Et on va par contre pouvoir très facilement, si on connaît la clé de cet algorithme, la clé qui nous permet de déchiffrer le contenu, on va pouvoir très facilement y accéder avec un calcul très simple. Donc en gros, si on ne connaît pas la clé, il faut faire un calcul très complexe pour réussir à trouver la clé. Si par contre on a la clé, il faut faire un calcul très simple pour la trouver. Et avec ces mécanismes de chiffrement, s'ils sont bien appliqués du début à la fin de notre procédé, c'est pour ça que des fois vous pouvez entendre parler de chiffrement bout en bout, c'est ce qui est sur certains services de messagerie comme WhatsApp. Ça permet d'avoir une clé qui va chiffrer l'information du départ jusqu'à la fin et s'assurer qu'à aucun moment
elle a été modifiée entre les deux, puisque si on veut appliquer une modification, il faudrait être capable de déchiffrer d'abord tout le message pour le modifier, pour ensuite le rechiffrer, et ça pour le faire il faut obligatoirement avoir la clé, et la clé c'est la partie à laquelle on n'accède pas, qui a été protégée dès le départ. Donc ça c'est une bonne méthode qu'on a aujourd'hui pour s'assurer de l'authenticité des choses, c'est comme ça qu'on peut s'authentifier sur un site internet, qu'on sait bien que c'est vous et pas quelqu'un d'autre, qu'on s'authentifie sur le site de notre banque, sur le site des impôts, etc. Tout ça derrière, il y a du chiffrement, un mot de passe, ça va être quelque chose qui va être modifié pour générer votre clé et vous authentifier derrière sur un serveur. C'est vraiment un fonctionnement essentiel qu'on est en train potentiellement de remettre en question parce que il pourrait y avoir des failles dans les chiffrements, les algorithmes de chiffrement qu'on utilise aujourd'hui qui pourraient être exploités par des ordinateurs quantiques. Vous me direz si c'est un épisode qui pourrait vous intéresser, c'est vrai que là je rentre dans quelque chose d'un petit peu plus technique, mais d'un côté on a l'évolution des intelligences artificielles qui est hyper intéressant, mais on a aussi en parallèle beaucoup de progrès sur la partie ordinateur et notamment ordinateur quantique qui pourrait aussi changer pas mal de choses, qui pourrait aussi être ça pourrait être deux milieux qui finiraient par se rejoindre aussi, on pourrait avoir de l'intelligence artificielle calculée sur des ordinateurs quantiques, même si pour l'instant on en est très loin et que c'est pas forcément là où les ordinateurs quantiques sont très forts, mais en tout cas par contre pour casser un algorithme de chiffrement, un ordinateur quantique pourrait être très fort, et on a des algorithmes qui permettent de se protéger de ça, qu'on connaît et qu'on pourrait déjà mettre en place, et il me semble que notamment les services de renseignement américains ont commencé à mettre en place ces algorithmes, mais voilà, c'est aussi un sujet intéressant parce que aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui stockent des données qui sont chiffrées et sur lesquelles ils n'ont pas la clé, mais qui demain peut-être grâce à ces ordinateurs quantiques pourraient être déchiffrés. Enfin bon, je passe sur la petite parenthèse et je reviens sur notre sujet. Donc du chiffrement qui pourrait nous aider à s'assurer qu'une image serait vraie du début à la fin. C'est un petit peu comme quand on va sur un compte Instagram et que quelqu'un a la checkmark bleue. On sait que son compte a été vérifié, ça permet d'être sûr que c'est pas un fake parce que il y a eu un processus où il a dû donner sa carte d'identité ou ce genre de choses là, et ça permet de s'assurer de l'authenticité d'un compte. Pour pouvoir falsifier cette blue check, il faudrait être capable de pirater les serveurs d'Instagram. Enfin voilà, c'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Là on pourrait avoir quelque chose de similaire, on pourrait avoir un système d'Instagram où quand on capture la photo, on enregistre une petite clé qui s'enregistre sur notre téléphone, qui l'envoie au serveur d'Instagram ou autre, et qui permet, une fois qu'on partage la photo, de s'assurer qu'elle a bien été prise avec notre téléphone, avec des informations qui sont authentifiées pour être sûr que c'est pas quelque chose qui a été modifié. L'autre solution dont je parlais, c'est l'aspect blockchain. La blockchain c'est pareil, le principe fondamental, la blockchain ne pourrait pas exister si on n'avait pas les principes de chiffrement. Mais ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est que c'est en plus une information qui est publique, qui est partagée publiquement par le système. Et ça permet d'avoir, en plus de s'assurer de cette protection, d'avoir quelque chose de décentralisé, puisque aujourd'hui le chiffrement c'est pas quelque chose qui est systématiquement décentralisé. Quand vous allez sur un site internet par exemple où vous vous authentifiez, le certificat qui vous est donné, ça c'est un système qui est centralisé. Donc on pourrait toujours imaginer des scénarios où si quelqu'un arrive à pirater le système centralisé, il a accès à toutes les clés. Donc voilà un petit peu comment on pourrait réussir à avoir quelque chose où facilement on peut distinguer ce qui est vrai du faux. J'espère que c'est des fonctionnalités qui vont arriver assez rapidement, puisque en attendant, la seule solution qu'on va avoir pour distinguer une vraie image d'une fausse, ça va plutôt être l'aspect éducation et sensibilisation, et où on va un peu se dire tiens, cette image elle est un petit peu suspecte, est-ce qu'elle existe vraiment, est-ce que je peux la retrouver autre part, est-ce que je peux trouver des images de la même personne dans d'autres contextes, est-ce qu'il n'y a qu'une photo qui existe, puisque aujourd'hui ça reste encore assez difficile de créer des images consistantes, et voilà, quand on génère pas mal d'images, on voit souvent qu'il y a des petites différences, et pour ceux qui étaient allés voir le profil que j'avais partagé de l'influenceuse virtuelle la semaine dernière, si vous y retournez et que vous regardez un peu attentivement, vous verrez qu'en fait en fonction des photos, c'est pas vraiment la même personne, le visage est toujours légèrement différent, parce qu'aujourd'hui les systèmes sont pas encore hyper bons pour faire des images qui sont consistantes. C'est aussi pour ça que la vidéo est encore difficile à générer. En tout cas, merci Josh pour ton aide dans ce podcast. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure le podcast ? Avec plaisir. Pour conclure ce podcast, rappelons-nous que l'univers de l'intelligence artificielle, en particulier en CE qui concerne les images générées par IA et les deepfakes, est un terrain fascinant en constante évolution.
C'est un monde où la créativité rencontre la technologie, où l'innovation côtoie les défis éthiques. Gardons en tête l'importance de rester informés, curieux et critiques face à l'information et aux images que nous rencontrons quotidiennement. L'avenir de l'IA est incroyablement prometteur, mais il nous appartient de naviguer dans ce futur avec prudence, discernement et un esprit ouvert. Merci d'avoir écouté le podcast Tsunam IA avec moi, Josh Tsunam IA. Restez connectés, questionnez et surtout, gardez votre sens de l'humour en explorant le monde fascinant de l'intelligence artificielle. Merci Josh pour cette conclusion. Bon, il faudra quand même que je apprenne à être un peu plus synthétique, mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Et puis allez, pour conclure, je vous mets une petite dernière chanson qui a été générée par Suno AI. C'est l'histoire d'un podcast qui nous emmène loin. Tsunami a une aventure sans fin. Oh yeah, des voix qui se mêlent, des histoires qui s'enlacent dans l'univers magique qu'on ne peut effacer. Oh, Tsunami a une passion inébranlable.